Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Histoire et Révélation. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Martine Bonnette et Claude Dio. Nous allons aborder ce soir un sujet très important. On va parler de l'association qu'ils ont créée et puis on va parler aussi de leur livre qui est sorti, 418 milliards, la fraude de la grande distribution, avec la complicité des élus et de l'administration. Donc, je vous dis à tout de suite, juste après le générique. Tac. Bonsoir Martine et bonsoir Claude et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. C'est surtout nous on est toujours satisfait que quelqu'un nous donne la parole parce que faut pas attendre des chaînes, comment dire, monopolisées par la grande distribution va nous donner la parole. Faut pas rêver. Oui, tout à fait. Donc, j'ai oublié de préciser, donc l'association porte le nom En toute franchise. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on avait notre franchiseur. Il commençait toujours en train de nous dire en toute franchise. Et puis, en toute franchise, il nous la mettait royale. Donc, mais nous, on n'a pas pris ça pour bananer les gens. Hein. Nous, on a dit ça, c'est justement, on a voulu inverser et de parler vraiment en toute franchise. D'accord, ok. Donc, avant de commencer, donc, je vais vous laisser la parole de vous présenter. Et puis après, on va enchaîner pour savoir justement quelle est la raison du but que vous avez créé l'association et puis aussi la sortie du livre. Voilà, donc nous, on est deux anciens commerçants qui avons été ruinés par la société Carrefour à Vitrolles. Lorsqu'elle a étendu ses surfaces de vente, eh bien, cette société n'a pas sollicité les autorisations d'exploitation commerciale. Elle a fait des fausses déclarations dans sa demande de permis de construire en déclarant qu'elle avait un existant de 16 000 mètres carrés. Or, cet existant n'existait pas. Lorsque nous avons, je vous place toutes les péripéties de la liquidation judiciaire, les expulsions et tout. Et lorsque nous avons porté plainte auprès de la DGCRF, parce qu'on croyait que c'était Bercy et la direction de la concurrence et de la répression des fraudes allaient contrôler les surfaces illicites, et ben non, elle a continué ce qu'elle avait fait depuis le départ, c'est-à-dire fermer les yeux sur tout ce qui est illégal, la jardinerie. À l'époque, c'était Hypermédia, maintenant c'est Boulanger. Donc, ils ont triché sur leur déclaration de surface de vente et on s'en est rendu compte, c'est que dans ma procédure en appel à la Cour d'Aix-en-Provence, ils m'ont volé les plans et c'est à partir de ça, mais il faut rappeler que c'était il y a 30 ans en arrière, on avait de l'énergie, on a fait toutes les archives, les catacombes de la DDE pour retirer les plans d'origine. Donc, on a recommencé à reconstituer tout le centre commercial. Après, nous sommes allés à Aerial, c'est-à-dire que la société qui fait les photographies aériennes avant Géoportail. Maintenant, on a tout ça avec Géoportail, mais avant, ce sont les hélicos, les petits avions qui faisaient les photographies des routes et aériennes. Oui. Donc, on a remonté toutes les photos de l'établissement. Je vous en prie, allez-y. On a récupéré toutes les photos depuis la création de l'ensemble commercial. Donc, on a pu faire la démonstration entre l'évolution des bâtiments, l'évolution des permis de construire, qu'ils ont étendu de 16 000 mètres carrés sans jamais solliciter d'autorisation d'exploitation commerciale. Donc, quand on porte plainte à la DGCRF, ils font une enquête. Et quand ils font une enquête, eux, ils vont trouver que 564 mètres. Alors forcément, la pilule n'a pas passé. On reconstitue le dossier, on l'amène au juge d'instruction. Et le juge d'instruction a écouté les faux de la société Carrefour qui a dit
que le centre commercial a été créé depuis 1985 et la DGCRF qui a fait un procès-verbal complètement tronqué pour ne pas aller sur toutes les surfaces illicites de la société Carrefour. Et après, le juge d'instruction, lui, a refusé d'instruire sur nos pièces et de surcroît, le substitut du procureur de la République va inverser les dates d'achèvement de travaux pour créer une fausse prescription. Donc, on voit bien que c'est toute une bande organisée, c'est-à-dire que ça commence à l'instruction des permis de construire. Après, il faut savoir que c'est ceux qui instruisent les permis de construire qui sont chargés d'aller contrôler les infractions. Alors forcément, ils ne voient jamais. Ouais, bah oui. On marche complètement, la France, elle marche complètement sur la tête. Donc, on a ces mêmes personnes, ils sont jugés partis, ils contrôlent au départ, ils ne voient pas les fraudes, et ils contrôlent à l'arrivée, ils ne voient toujours pas les fraudes. Voilà, et ça dure comme ça depuis 40 ans, hein, parce qu'on s'est rendu compte que c'était avec notre cas personnel qu'on a compris l'urbanisme commercial, mais dès qu'on est allé sur les autres enseignes, que ça soit Leclerc, que ça soit Lidl, que ça soit Carrefour, que ça soit… ils pratiquent tous. C'est le même process. Hein. Mais ouais, justement, donc je crois que Martine, vous, c'est quand vous avez créé vous avez ouvert votre enseigne, c'est Fildar à l'époque. Voilà. Alors Fildar, les gens ne croient que c'est Auchan, que ça appartenait Auchan, appartenait à Fildar. Non, c'est Fildar. C'est les filatures de Fildar, c'est à partir des filatures de Fildar qu'un des fils Mullier a créé son premier supermarché, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des hypermarchés, son premier supermarché sur la commune d'Auchan. Et c'est pour ça qu'ils les ont appelés les Auchan. On va à Auchan. D'accord ? Ils ont pris l'enseigne. Et après, comme c'est un groupe familial, c'est-à-dire que toutes les enseignes, que ce soit Decathlon, que ce soit Leroy Merlin, tout ça, ça fait partie du groupe Mullier, c'est un groupe familial. Et il faut savoir qu'ils se marient entre eux, c'est-à-dire qu'une fille Auchan va épouser un fils Leroy Merlin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça que on monte l'affaire familiale. Et puis, il faut savoir que c'est les enfants, c'est eux qui deviennent directeurs d'hypermarché ou des trucs comme ça, quoi. Ça reste… Ils travaillent en autarcie, quoi. Mais ce qui est étrange, c'est que quand j'ai lu votre livre, vous avez à peu près tous les deux, aussi bien vous, Martine, et vous, Claude, la même procédure comment dire, de vous être fait avoir, en gros. Ah bien sûr, puisque c'est Carrefour, lorsqu'il a voulu créer, quand il a voulu étendre sa surface de vente, pour ne pas solliciter d'autorisation, donc il fait une fausse déclaration dans sa demande de permis de construire. Il déclare un bâtiment existant qui n'existe pas. Et le but, le malheur de cette histoire, c'est que nous avions comme avocat le maire de Vitrolles. Ah ouais, d'accord. Le maire de Vitrolles connaissait nos affaires, connaissait qu'il avait refusé le permis de construire de Carrefour. Donc, si vous voulez, il a pris le dossier alors qu'il n'aurait pas dû prendre le dossier. Il l'a refusé. Alors. En plus, ce maire, c'était Monsieur Anglade, le maire de Vitrolles. En plus, il a choisi, comme nos adversaires avaient comme avocat des anciens collaborateurs d'Anglade. C'était la totale. Donc, il tirait toutes les ficelles. Donc, il manipulait tout. Et quand vous êtes commerçant et que vous tombez dans un traquenard, parce que c'est un traquenard dans lequel on est tombé, eh ben, c'est impossible de s'en sortir. Il n'y a personne ne vient vous aider. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'association, il n'y a personne qui peut venir vous aider. Parce que déjà, pour les gens, c'est impensable que Carrefour puisse construire 16 000 mètres carrés avec un refus de permis de construire et sans autorisation d'exploitation commerciale. Mais comment ils ont fait? Donc, à mon avis, il y a peut-être des sous-mains. Ah oui, non, mais alors ça, vous savez, à l'époque, c'était l'affaire d'Estrade. Ouais. Alors, donc, l'affaire d'Estrade, tout le monde connaît les fraudes.
ça enrichissait le Parti socialiste. Enfin, tout le monde travaillait. C'était un Voilà. membre du Parti socialiste. Et après, on a eu, après toutes ces affaires de corruption avec les centres commerciaux. D'ailleurs, Élise Lucet avait fait une émission où carrément ils disent pour un centre commercial, c'était 4 millions de francs. Vous voyez, c'était voilà, c'était les valises qui passaient à droite, à gauche. Et quand M. Bérégovoy est arrivé au gouvernement et qu'il a fait 2 lois superbes contre la corruption, contre la prévention de la corruption, et après une autre pour bien qualifier toutes les comment ça s'appelle, toutes les sanctions, les bandes organisées, tout ça, ça a été bien fait. Il a fait 2 lois, une loi en 92 et une loi en 93. Et une fois que les lois elles ont été faites, 3 mois après, il était descendu. Hein. Non, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai lu le livre, c'est justement après Bérégovoy, et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui mettait sa petite patte, et il rechangeait, ça rechangeait. Ah, mais à chaque fois. Voilà, c'est à chaque fois qu'on dénonce quelque chose. Il y avait le préfet. Qu'on dénonce quelque chose aux députés ou aux sénateurs ou autres, ben vous pouvez être sûr que 6 mois après, ils remodifient la loi pour pas qu'on. C'est un saut de haie, vous savez, le saut de haie, voilà, c'est ça. À chaque fois que vous trouvez quelque chose, eh ben, ils font des manipulations. Alors, ils font des manipulations dans la loi, puisque M. Raffarin, lui, avec Mme Corinne Lepage, ont supprimé le certificat d'urbanisme dans la loi qui permet à la grande distribution d'avoir des autorisations de permis de construire sur des zones inconstructibles. Nous, on a vu des autorisations sur des zones Natura 2000. On a vu des autorisations sur des zones inondables. Attendez, on marche sur la tête. Hein. C'est de la folie. Continue, hein. Et ça continue. Parce que là, on est sur un gros dossier à Marseille. Ouais, bah oui. Le certificat d'urbanisme n'a pas été remis dans les dossiers de grande surface. Et pour pouvoir continuer toute leur magouille, eh bien, ils refusent qu'on ait une autorisation d'attaquer les permis de construire. On peut attaquer une autorisation d'exploitation commerciale, mais les commerçants ne peuvent pas attaquer un permis de construire, même s'il y a les pires fraudes à l'intérieur. Donc, nous, on dit, c'est pas parce qu'une infraction n'est pas jugée, parce que le législateur, alors là, le responsable, c'est le gouvernement, les députés et les sénateurs qui ne veulent pas que les commerçants puissent dénoncer les fraudes dans les permis de construire. Ça, c'est la partie essentielle. C'est comme ça qu'ils ont été sur des zones rouges. Ils ont eu des permis de construire sur des zones rouges avec un plan de prévention des risques d'inondation. Mais je sais pas, mais il y a des aléas. Alors, quand vous entendez, là, la dernière fois, il y a les inondations, et vous dites, on entend, mais on n'a pas vu ça depuis une vie d'homme. Mais attendez, on a les pluies centennales, on a les aléas. Tout est inscrit dans les atlas. Et là, ils viennent nous faire croire qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est complètement mensonger. Ouais, bah oui. Il y a les atlas, il y a les plans de prévention des risques, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on respecte. Il y a la loi littorale, il y a toutes les lois pour qu'on puisse respecter l'environnement, éviter les catastrophes. Mais voilà, le député et le sénateur refusent qu'on puisse avoir accès à la justice. Alors, il y a l'article 1er du Code de l'organisation judiciaire qu'il dit tout le monde doit avoir accès à la justice, mais là encore, c'est un mensonge d'État. C'est un mensonge d'État. L'article 1er de l'accès à la justice n'a jamais été autorisé aux commerçants et aux artisans. Voilà. Dans le domaine de l'urbanisme. Alors, je fais absolument pas de politique. Hein. Mais pourquoi les étrangers, quand ils arrivent en France, sans papier, sans aucune autorisation, eux, ils ont le droit de saisir le tribunal administratif, ils ont le droit de saisir la cour d'appel, ils ont le droit d'avoir un interprète, ils ont le droit. Mais le commerçant et l'artisan qui a investi, qui a acheté son fonds de commerce, qui a fait des crédits, qui crée des emplois, lui n'a pas le droit de saisir la justice quand il y a des magouilles dans un permis de construire. Alors ça, c'est la première des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
si vous avez tout le territoire national qui est submergé de supermarchés, les Lidl, les Aldi, les grands frais, et tout ce que vous voulez, il va bientôt plus y avoir 5 km² sans une grande surface, c'est parce qu'on n'a pas eu la possibilité de dénoncer tous ces permis de construire. Les 3/4 sont frauduleux parce qu'on n'a rien respecté. Et après, vous avez les circulaires. Nous, on dit que ce sont des circulaires scélérates et discriminatoires et anticonstitutionnelles qui permettent, ça c'est Bercy qui les édicte, qui permet à la grande distribution de ne pas respecter la loi. Donc, ça veut dire aujourd'hui, vous avez… Alors, avec la circulaire de 1981, les hypermarchés pouvaient rentrer dans des magasins de meubles sans aucune autorisation. Là, on n'a pas les chiffres, d'accord ? On ne sait pas combien d'hypermarchés ont été créés dans des magasins de meubles sans aucune autorisation. Par contre, on en connaît 3, c'est sûr, ils n'ont jamais eu d'autorisation. C'est le Leclerc de plan de campagne, c'est le Leclerc à Tavers et un autre Leclerc. Ils sont arrivés dans des magasins de meubles ou des magasins de bricolage. Bon. Ça, c'est la circulaire de 1981. Après, vous avez la circulaire de 2008. Sarkozy, en 2008, le 4 août 2008, le 4 août, c'est-à-dire c'était le centenaire de l'abolition des privilèges, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne l'autorisation à toutes les grandes surfaces de créer 1000 m² sans aucune autorisation. Mais le pire de l'histoire, ils n'ont pas fait que 1000 m², ils en ont fait 1000, 2000, 3000. Et là, il y a un rapport qui dit ils ont fait à peu près 4 millions de mètres carrés. Mais attendez, ils sont pas revenus dans la légalité. D'abord, les 4 millions, il n'y a personne qui a été les contrôler, ça c'est la première chose. Après, vous avez tous les Leroy Merlin, on fait au moins 1000 m². D'accord ? Donc, c'est des millions de mètres carrés qui ont été réalisés sans aucune autorisation. Et après, vous avez la dernière circulaire, c'est celle de 2017, qui interdit aux services instructeurs d'aller contrôler les surfaces illicites avant d'autoriser une extension. Alors, c'est la totale. Ouais, ben on marche sur la tête. Hein. Ah ben, voilà. Donc, si vous voulez, les lobbies, c'est pas la puissance des lobbies, c'est les lobbies sont à l'intérieur de Bercy. C'est ça la différence, parce que c'est eux qui écrivent les circulaires dont ils ont besoin. Hein. Oui, on est bien d'accord, tout à fait. Et justement, dans votre livre, quand vous expliquez que vous avez été obligé de faire faillite, comment ça s'est passé après pour la suite pour vous ? La faillite, comme tous les commerçants qui sont faillis. Alors, quand je dis les commerçants, il faut aussi parler des paysans parce qu'ils subissent le même… Ouais, c'est les mêmes aussi, oui. C'est la même liquidation, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut absolument plus qu'il y ait d'artisans, de commerçants, de paysans. Voilà, ça, il faut qu'on est mis sur… il faut qu'on soit rayé de la carte, hein, ça c'est certain. Donc après, quand vous êtes liquidé, naturellement, il y a une loi qui s'appelle, c'est toujours pareil, c'est l'article 8 du Code de l'organisation judiciaire qui doit prendre en compte l'évaluation du désastre économique, financier de la petite entreprise face à une distorsion de concurrence. Mais ça, c'est quand il demande une autorisation. On contrôle quand il demande une autorisation. Mais quand il ne demande pas d'autorisation, toutes ces évaluations de la perte pour les petits entrepreneurs n'est pas pris en compte. Donc, nous, on s'est retrouvés, parce qu'il faut savoir que le commerçant et l'artisan n'a absolument pas droit au chômage. Hein. Ça, toutes les dettes, elles sont sur le dos. Hein. Il faut assumer. Donc, nous, on s'est retrouvés complètement ruinés. Moi, j'ai perdu mon magasin, ma maison, ma retraite. J'avais fait des plans. J'ai payé mes avocats. J'ai payé mes avocats avec mes plans de retraite. Donc, je n'ai même plus de mes épargnes de retraite. J'ai tout donné à ces enflures parce que à l'époque, on avait vraiment des avocats, des traîtres. Hein. Comme beaucoup de personnes rencontrent ce genre de traîtres. Heureusement, aujourd'hui, on a les jeunes avocats aujourd'hui, ils ont un peu plus de morale et plus d'éthique. Hein. Oui.
Heureusement d'ailleurs, Enfin, parce que ça serait ceux désespérant. avec qui on a des bons rapports. Mais les tribunaux de commerce, c'est vraiment… D'abord, Monsieur Obineau l'avait dit, hein, c'est la mafia des tribunaux de commerce. Hein, parce qu'on ne saisit pas, quand on vous saisit, c'est saisi même pas à 10% de la valeur de des marchandises et des investissements. Monsieur Dio, il avait un stock de 290 000 francs, ça a été vendu 57 000 francs. 5 900 francs. 5 900. Son stock. Et le matériel, il y avait 2 ans, tout le matériel. Un magasin plein. Plein. Plein de marchandises. Un magasin plein de marchandises. Vous savez comment ils ont fait les déménageurs et tout ça? Ils ont mis tout ça dans les huissiers, ils ont mis ça dans des sacs poubelles avec des mobylettes. Ils ont été chercher des mobylettes. Les mobylettes, elles ont fui sur toutes les marchandises. Il y avait des, comment ça s'appelle, les chaussures. Ils ont cassé les cartons des chaussures. Toutes les chaussures s'étaient dépareillées. Mais il faut savoir ce que c'est qu'une liquidation judiciaire. Et pire, une liquidation, ce que c'est qu'une expulsion. 1 mois et demi, ça a duré. La liquidation. Jamais on a vu ça. Il faut absolument pas. Dès que vous leur tenez tête, c'est catastrophique. Ils ont saisi la marchandise et la comptabilité qu'il y avait dans le magasin. Ce qui fait que j'en ai jamais plus faire. Présenter un plan de redressement. Oui, bah oui, c'est ce que vous dites, ce qui était dit dans le livre. Et justement, à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte justement qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans cette histoire quand vous avez… C'est parce que c'était pas, comment dirais-je, si vous voulez, c'est un enchaînement. Déjà, au tribunal de commerce, c'est ça, c'est des escroqueries au jugement. Parce que les responsables au tribunal de commerce sont aussi dans la bande organisée pour vous ruiner. Ouais, bah oui. Hein? Parce que quand j'ai été convoquée au tribunal de commerce, enfin, moi je n'ai pas été convoquée. Ils ont convoqué mon avocat que j'avais rémunéré. Hein? Mon avocat que j'avais rémunéré, il ne s'est pas présenté au tribunal. Il n'a pas prévenu mon mandataire liquidateur. Donc, mon mandataire liquidateur ne s'est pas présenté non plus. Je n'étais pas présente. Et le président du tribunal de commerce a jugé l'affaire sans que je sois présente. C'est interdit par la loi. Donc, si vous voulez, l'histoire de dire qu'on a le droit à un procès équitable, mais c'est une escroquerie de premier ordre. Parce que vous avez comment ça s'appelle, le ministre de la Justice. On a eu rendez-vous avec le ministre de la Justice. On lui a dit, mais vous vous rendez compte que ça, c'est une escroquerie au jugement. On ne doit pas partir en appel pendant 3 ans. Parce que pendant que vous allez partir en appel, vous allez encore vous ruiner encore en plus. Vous allez vous ruiner la santé. Vous allez ruiner le peu de ressources qui vous restent, le peu d'énergie qui vous reste. Et quand vous arrivez en 3 ans en appel à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, là encore, ils m'ont volé les plans. Ils ont volé mes preuves dans ma procédure à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avec le substitut du procureur qui a modifié les dates d'achèvement de travaux. Alors, si vous voulez, c'est une bande organisée du départ. Ils sont avec les escrocs. La justice. Donc, c'est des escrocs qui gouvernent Bercy et ce sont des escrocs qui sont dans la justice. Parce que les juges, ils ne vous écoutent pas, vous. On écoute Carrefour, on écoute Fildar, on écoute Auchan. Mais le petit qui est ruiné parce qu'ils ont fait des magouilles à n'en plus finir. Et on subit des insultes. On ne l'entend pas. Donc, les juges, ils ne respectent pas la procédure d'un procès équitable avec un tribunal impartial. Un tribunal impartial et un procès équitable. Ça, alors là, c'est ce que je dis. Notre expérience. Je dis, débrouillez-vous pour ne pas partir en liquidation judiciaire parce que c'est la porte de l'enfer. Hein. D'accord ? C'est l'enfer. Donc, après, ils vous volent vos documents
quand vous êtes en procédure. Donc, ils font tout pour vous juger sans que vous soyez là pour ne pas apporter les preuves. Après, quand vous faites appel, ils font encore pour faire disparaître vos preuves. C'est de l'escroquerie au jugement du début jusqu'à la fin. Et après, quand vous portez plainte, ils magouillent encore dans la plainte. Et là, on peut le dire, on n'est pas attaqué. Hein. C'est la vérité. Hein. C'est la vérité, ils ne peuvent pas nous attaquer. C'est factuel. Oui. Voilà. C'est factuel. Mais c'est pas normal non plus. Hein. Non, c'est pas normal, justement. C'est bien que qu'il faut en parler, que vous avez créé aussi cette association, parce que il faut en parler. Il y a des choses qui n'est pas normales. Oui, mais ça fait 30 ans que ça dure. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'il faut protéger les élus. Parce que les élus, ils combinent avec la grande distribution. Donc, il ne faut surtout pas attaquer les permis frauduleux pour pas qu'il y ait des répercussions sur les maires. Ça, c'est la première chose. Oui. Il ne faut pas attaquer la grande distribution qui s'enrichit de leurs infractions et de leurs recels. D'accord? Après, vous avez la justice qui est complice de cette manipulation. Donc, vraiment, on n'a plus qu'une seule issue, c'est de dire aux députés, mais regardez nos dossiers, faites quelque chose, ça ne peut pas continuer. Il y a 50 000 liquidations par an depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'il y a 50 000 liquidations par an. Et on encourage encore les gens à s'installer. Mais c'est vraiment… Nous sommes programmés pour disparaître. Parce que ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que les députés et les sénateurs, ils sont là. Ils ont besoin de nous pour pouvoir avoir leur poste de députés et sénateurs. On ne sert que de marchepied à leur carrière politico-financière. Parce qu'eux, ils engrangent quand même. Hein. Ouais, oui. Ils engrangent. Quand vous avez, par exemple, un monsieur de Courson que nous avons rencontré, qu'on lui a dit qu'on n'avait pas de droit de recours, il m'a dit « ça, madame, c'est pas vrai ». Ça fait 4e ou 5e mandat de député. Il n'écoute même pas ce qu'on leur dit. On lui a laissé le document. Il répond même pas. Il s'est engagé de répondre. On attend toujours la réponse. On a distribué notre livre aux 577 députés et 348 sénateurs. Il n'y en a que 10 qui nous ont répondu. Et ils ont agi? Non. Donc, ça les arrange. C'est normal. Voilà, ça les arrange. Ça les arrange que le commerçant indépendant disparaisse. Ça les arrange que les paysans disparaissent parce on doit disparaître pour tout leur trafic de mondialisation. On est là, comment ça s'appelle? Regardez là ce qui va se passer là. Ils vont signer leurs accords là, ils vont faire rentrer la viande et tout, d'accord? Ils n'en ont rien à foutre de ce que les gens vont manger. S'il y a de l'OGM, tout ça, s'il y a du poison à l'intérieur, des pesticides, ils n'en ont rien à faire. Alors qu'on a des agriculteurs, on a des paysans et des agriculteurs qui respectent les normes, qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous fournir de la qualité. Eh bien non, on va les sacrifier pour pouvoir avoir des marchés, pour aller vendre des voitures en Amérique, partout, en Inde, faire du négoce. On est la partie à abattre pour leur négoce. Quand vous voyez on mange des pommes, vous avez des pommes en supermarché, ils ont fait tout le tour de la terre dans des conteneurs pour arriver sur les rayons. Mais il est où là la pollution là, les navires qui sont sur les bateaux là? Non mais je vous dis, c'est un iceberg. Nous on est que la toute petite partie de l'iceberg. Et derrière, ils sont graves. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'aussi, il y a aussi le fait aussi dans cette histoire, on va dire, nous qui sommes aussi consommateurs, parce que quand vous allez dans des grandes surfaces, on voit les parkings qui sont toujours pleins. On est en quelque sorte peut-être complices, malgré nous, parce que peut-être on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Alors, il y a quand même des avancées grâce à l'environnement, Aujourd'hui, il ne peut plus se faire de centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés. D'accord? On est bien ça y est, même, hein. Ça. Mais quand ils ont donné 10 000 mètres carrés, quand ils ne donnent que des autorisations de 10 000 mètres carrés, et ça fait comme un feu rouge. Ils mettent un feu rouge une fois qu'il y a eu 100 morts.
Le feu rouge, il n'arrive pas. Ah ben tiens, il y a un mort. Ah ben tiens, il y a 2 morts. Ah ben tiens, 3. Ah ben maintenant, on va peut-être mettre un sens interdit. Ah ben maintenant, on va peut-être mettre. On va réguler. On va réguler. Si vous voulez, aujourd'hui, ils disent qu'il ne faut plus de supermarché de 10 000 mètres carrés, mais le territoire, il est tellement maillé. Oui, bah oui. Il est tellement maillé que c'est terminé de toute manière. Ils ont fait la loi, on ne doit plus donner de plus de 10 000 mètres carrés, mais ça y est, le territoire, il est complètement, Bah oui. il est complètement défiguré. Donc, si vous voulez, ça ne sert à rien. C'est comme les drives. Oui, bah oui. Ils savaient qu'il y avait un problème avec les drives. C'est comme Amazon. Ils savent qu'il y a un problème, mais on ne légifère pas. Hein. Non. Ah non, il ne faut pas légiférer. Attendez, on ne va pas légiférer. Hein. Pourtant, On va permettre aux propriétaires des terrains de vendre voilà, toutes leurs magouilles et continuent. Hein. D'accord. Bon. Ils ont légiféré les drives une fois que tous les hypermarchés, les supermarchés avaient leurs drives. Bah oui. Ben voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Mais justement, par rapport, quel est votre point de vue? Parce que j'entends souvent, parce que moi j'ai travaillé beaucoup avec les mairies, et quand vous avez 2 communes qui se trouvent côte à côte et puis que vous avez une enseigne qui veut venir s'installer, s'implanter, j'entendais souvent que le maire il faisait tout pour que l'enseigne vienne chez lui parce que ça lui faisait des impôts en plus. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ça? Écoutez, nous, on n'a jamais assisté aux négociations du supermarché, de supermarché avec le maire, mais quand on voit les maires, ce qu'ils sont capables de faire, de violer leur PLU, de violer la loi pour avoir le supermarché, ça ne peut pas être que simplement parce qu'il veut son supermarché. On peut avoir des doutes en tous les cas. Voilà. Hein. Alors ça, c'est les sirènes. Mais vous comprenez, il va aller à côté, mais voilà à côté, mais il va à côté de quoi? Les gens, ils ont tous une voiture. De toute manière, ils en ont rien à faire. Qu'ils aillent au supermarché, que ça soit Intermarché, Super U et tout ça. Les gens, ils bougent. Donc, quand ils vous disent, oui, ça, c'est comment ça s'appelle? C'est le joker des maires. Je vais vous créer des emplois. Ça va rapporter des taxes. Mais toutes les conséquences qu'il y a derrière, elles ne sont jamais évaluées. Vous avez une commission des affaires économiques et sociales à l'Assemblée nationale. Demandez-leur combien de personnes sont ruinées par an, quelle est la valeur patrimoniale qu'ont perdu les commerçants et les artisans pour implanter des grandes surfaces dont bien souvent, ils ne payent pas d'impôts en France par-dessus le marché. D'accord? Parce que les commerçants et les artisans, ils ont toujours payé les impôts en France. Ils ont fait travailler les producteurs locaux. Ils ont investi dans leurs magasins. Ils ont fait travailler des petits entrepreneurs pour refaire leurs magasins. C'est de l'économie locale qui était en direct. Mais eux, Oui. qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des chaînes. Comme ce sont des chaînes, ils ont toujours le même fabricant, le fabricant de leur mobilier. On ne sait même pas d'où vient parce que je me suis pas intéressée au truc. J'ai assez à voir comment ils ruinent les commerçants et les artisans. Mais moi, j'ai l'expérience, par exemple, quand j'avais le magasin Fildar. Vous aviez la moquette qui venait de Saint-Maclou. Vous aviez les vis, les boulons et tout ça, ça venait de Leroy Merlin. Si vous voulez, ils travaillent comme ça, ils travaillent ensemble. Donc, ils ne font pas travailler les artisans locaux. Eux, non. Donc, tout ça, c'était une économie. Ça faisait vivre les centres-villes. C'était, voilà. Et aujourd'hui, quand vous avez des centres-villes avec 30% de vacances commerciales, et alors, de surcroît, alors, ils ont de la vacance commerciale. Après, on va redonner 5 milliards pour réaménager les centres-villes. Et une fois que les centres-villes sont réaménagés, on redonne encore une autorisation des grandes surfaces. Non, mais attendez. Ils sont responsables. Ils ne cherchent pas à évaluer les conséquences de ce désordre public, économique et social. Tous les emplois locaux, il n'y a plus d'échelle de valeur, il n'y a plus d'échelle sociale. Avant, un commerçant, il faisait vivre déjà les autres commerçants, hein, déjà, c'était, voilà. Il avait un apprenti.
Ben, cet apprenti, il était content, il apprenait quelque chose, c'est qu'à de le dire, au lieu de glander devant devant ses jeux vidéo. Donc, il apprenait déjà un métier. Après, il devenait le salarié, il devenait un employé. Et après, l'employé, son objectif, c'était aussi de devenir patron. Donc, il y avait une échelle des valeurs et une échelle sociale. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans le supermarché, vous rentrez balayeur, vous finissez balayeur. Hein. Voilà, ils ont réduit à la médiocrité. Tout a été réduit à la médiocrité. Il y a suffisamment d'émissions pour voir comment le personnel est traité par certaines enseignes. Alors, je ne veux pas dire que toutes les enseignes, parce que vous avez des enseignes, ce sont des indépendants qui tiennent les supermarchés. Mais quand vous avez des grosses batteries comme Lidl, alors Lidl, il faut rappeler l'historique de Lidl. Lidl est arrivé avec des 300 mètres carrés. Ah, c'était des hard discount. Ah, la ben aubaine. Oui, non, mais alors, 300 mètres carrés. 2 ans après, ils passaient à 600 mètres carrés. Et aujourd'hui, ils arrivent avec des batteries à 1700 mètres carrés. Et, puis, et voilà, et on leur donne des avantages en plus pour avoir des salariés. On peut quand même expliquer aux gens qu'on vient de surprendre un Lidl de s'installer en toute infraction, puisqu'il est présenté devant même s'il y est maintenant, donc il est devant le procureur. Et ça, quand on explique aux gens, ils disent mais c'est pas vrai. C'est nous on doute de nous. Alors, il a fallu. Alors, si on peut parler du CESE, du Conseil économique, social et économique, alors tout ça, ça a des conséquences, hein, puisque quand vous avez des centres-villes où l'insécurité, elle vient bien parce qu'il n'y a plus de commerce. Hein. Ils veulent pas le faire, ils feront jamais la relation. Mais quand vous aviez les centres-villes éclairés par les magasins et tout ça, vous vous sentiez en sécurité quand même en centre-ville. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez des rues entières où il n'y a plus un éclairage de magasin, les rues entières sont vides de magasins, de commerce. Donc, elles sont sombres, les vitrines sont complètement délabrées. C'est une insécurité totale. Donc, il s'étonne aujourd'hui que les gens, ils ne regardent plus la démocratie, ils ne veulent plus aller voter, ils disent de toute manière que ça soit l'un, que ça soit l'autre, c'est exactement la même chose. Ils n'ont pas tort, hein, parce que nous, ça fait 30 ans qu'on fait de l'urbanisme commercial, on n'a pas vu un parti prendre en main le dossier de la concurrence déloyale, de la corruption. Si le seul qui l'a fait, je vous dis, c'est Bérégovoy, on voit comment il a fini. Donc, on voit bien que les députés, les sénateurs, et maintenant, ils viennent vous dire « Ah, mais il y a un déficit, il y a une crise de démocratie. » Mais ce n'est pas qu'il y a une crise de démocratie, c'est une escroquerie de la démocratie. On fait des lois, on ne peut pas les appliquer. Eh bien, qui regardent la vérité en face. Alors là, il y a un rapport qui vient d'être déposé là, à l'Assemblée nationale d'octobre, là, de fin octobre 2024. Mais c'est pareil. Ah, mais les gens, ils croient plus à la démocratie. Mais ils nous ont donné l'exemple pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils nous ont donné l'exemple qu'ils ne s'occupaient pas de nous. Ils ne s'occupaient pas du citoyen une fois qu'ils étaient élus. Une fois qu'ils sont élus, ils pensent à leur carrière politique. Ils cherchent simplement leurs arrangements. Ils cherchent comment ils vont vendre des terrains à la grande distribution. Et le reste, ils s'en tamponnent. Ils savent qu'ils font leur carrière politique. Il n'y a pas de justice pour aller les rechercher. Il n'y a pas de loi pour aller les rechercher. Elle existe. Donc, quand il y a une justice, bon, on voit bien que de toute manière, c'est l'escroquerie au jugement. Donc, maintenant, ils s'étonnent. Mais les gens, ils ne sont pas cons quand même. Hein. Ils voient bien. Hein. Alors maintenant, c'est dans les centres commerciaux. Maintenant, il y a 17% de vacances commerciales dans les centres commerciaux. Mais s'ils n'en avaient pas fait autant, s'ils n'avaient pas fait autant de centres commerciaux, il y aurait peut-être moins de vacances commerciales. Hein. Mais justement, il y a aussi un autre point de vue qu'on entend souvent. Et je pense que ça vient aussi des maires qui disent oui, mais si un Carrefour ou une autre enseigne va venir s'installer, ça va apporter de l'emploi. Alors, écoutez, ils ont simplement écouté Jacques Charrier. Non, c'est ça, Jean-Paul Charrier. Jean-Paul Charrier le disait. Et c'était un des députés
qui s'est occupé de l'urbanisme commercial. Il connaissait l'urbanisme commercial sur le bout des doigts. Il l'a dit, et il y a une vidéo qui en parle. Il a dit pour 200 emplois dans la grande distribution, c'est 700 emplois qui disparaissent. Parce qu'il y a les emplois des commerçants, mais comme je vous l'expliquais, il y a la filière, il y a toutes les filières qui sont autour. Il y a toutes les filières. Les filières, regardez, vous avez plus de fringues qui est fabriquée en France. Alors, il y a les fringues, il y a les chaussures. Comme je vous disais, on n'a plus de chapeliers. Tout ça vient, on ne sait pas d'où. C'est une vraie catastrophe. Donc, quand on dit il crée 200 emplois, mais ils en détruisent 700, mais je vous le redis, je le répète et je le redis, il n'y a aucune évaluation qui est faite à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ils ne veulent pas le faire. Ils prennent des décisions pour faire des lois qui ne sont pas compatibles avec la réalité. Voilà. Je vous donne un exemple. On va prendre un magasin allez à Marignane. Un magasin. Il ferme. Quand il ferme, souvent ils ont un employé. On va prendre un employé. Bon, employé, il va où? Au chômage. Le patron en général, il est rémunéré. Bon, voilà. Après, vous avez quand il n'exerce plus, il ne paye pas son loyer. Donc, celui qui encaisse le loyer, il n'encaisse plus. Donc, il ne paye plus les impôts comme il devrait les payer. Oui. Combien ça fait de trous, ça, dans les caisses? C'est énorme, ça fait beaucoup. Alors, quand j'en parle d'un, mais il y en a 63 qui sont tombés à Marignane. Ça fait 63 commerces. Écoutez, que les gens réfléchissent. Et puis, s'ils veulent un peu être avec nous, on pourra en parler. On se réunit, on voit comment on peut faire. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, les gens devraient quand même comprendre. Je vais lire donc le 4e de couverture. Donc, je vais mettre en photo. Vous pouvez trouver le livre en descriptif. En dessous, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Alors, est-il possible que les grandes surfaces exploitent en France des millions de mètres carrés en toute égalité, sans autorisation administrative, voire sans permis de construire ou irrégulier, parfois sur des zones inondables naturelles ou à risque, donc inconstructibles, et en toute impunité, donc avec la complicité du gouvernement, des élus et de l'administration. Ainsi, pourquoi les préfets refusent-ils de faire respecter la loi pour sanctionner les fraudeurs? Or, ces surfaces illicites devaient être enfermées et les amendes à encaisser s'élèvent à des dizaines ou plutôt des centaines de milliards d'euros. La fraude généralisée à une telle échelle semble impensable. C'est pourquoi ce dont le témoignage se livre en révélant un système de prédation destructeur né de richesses et d'emplois qui fragilise des secteurs essentiels comme l'agriculture et l'industrie. Quant à son impact sur notre cadre de vie et l'environnement, il est quasiment irréversible. De plus, d'autres dangers pointent à l'horizon. Il devient donc urgent d'ouvrir un débat collectif, car c'est le type de société dont lequel nous voulons vivre qui se décide à notre insu. C'est à cette prise de conscience que 418 milliards apporte sa contribution. Et donc, c'est dans le livre. Et justement, je voulais rebondir sur un sujet, et je pense que vous devez le savoir. J'aurais voulu avoir votre point de vue par rapport avec votre association. Le problème qu'il y a eu en Bretagne, vous savez, quand il y a eu le roi Merlin qui s'est construit à Carnac. Parce que là, on peut le voir que ça a été une grosse fraude. Oui, c'était l'histoire des dolmens. Oui, justement, qui a été construit en plein dolmen. Une précision, les 418 milliards, c'est pour la région PACA. Oui. Imaginez-vous le reste. Alors, sur les zones, je vous dis les zones inondables, parce que la commission d'aménagement commercial,
on lui refuse. C'est le comment ça s'appelle? C'est le législateur, c'est le député et les sénateurs qui ont fait les lois pour refuser à la commission départementale d'aménagement commercial de contrôler si le projet est bien compatible avec le règlement d'occupation des sols, enfin le règlement, le plan local d'urbanisme, d'accord? Donc c'est une volonté politique, une volonté politique. Nous, on a vu des centres commerciaux sur une zone aléa fort, attendez, hein, c'était à la, comment ça s'appelle, à conjonction de la Loire et du Loiret, d'accord? C'est des zones maraîchères, c'est-à-dire que dessus, il y a les alluvions, il y a tout qui vient nourrir les terres. Et il y a des maisons qui s'enfoncent dans le sable. En plus, c'est une zone inondable et une zone à risque, parce qu'il y a les sables mouvants et vous avez carrément des maisons qui arrivent à tomber carrément dedans, d'accord? D'ailleurs, l'autoroute à côté du projet, il y a eu un trou de 7 mètres de profondeur. Hein. C'est des trous comme ça qui arrivent parce que c'est sable mouvant en dessous. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand on est passé en CDAC, mais je leur ai dit, mais est-ce que vous avez prévu les anneaux autour du centre commercial pour mettre les barques? Parce que quand il va y avoir les inondations, il faudra bien y aller en barque. Hein. Et je lui ai dit, alors je leur ai dit, mais comment vous allez faire quand le magasin va être inondé? Eh bien, ils nous ont répondu, on va ouvrir les portes, on évacuera la marchandise comme ça. C'est-à-dire que les paquets de lessive et tout ça, ben, ils iront dans la nature. Et je vais vous dire, alors, pour compenser la violation du PLU de la zone inondable, ils ont dit qu'ils allaient faire de la végétation sur les toits. La végétation sur les toits allait compenser l'imperméabilisation des sols du centre commercial. On marche sur la tête. Hein. Alors, non seulement on marche sur la tête, mais en plus, si vous prenez les vues de géoportail, vous verrez qu'en plus, ils n'ont jamais fait la végétation sur les toits. Mais ils nous racontent des salades. Et si vous saviez les salades qu'on entend, c'est des couleuvres. Ils font avaler des couleuvres et ça passe puisque ça continue. À Marignane. Alors, à Marignane, il avait l'obligation de créer une centrale photovoltaïque sur le toit. D'accord? C'est dans la décision. Hein. La décision, elle est considérant qu'il va créer une centrale photovoltaïque sur le toit. Et bien, 6 mois après, le maire, il fait un permis de construire, dérogation pour que la centrale photovoltaïque ne soit pas réalisée. Et vous le dénoncez au ministre, mais ça ne le concerne pas. Et justement… Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous foutre des panneaux photovoltaïques dans les prés, mélangés avec les vaches et les moutons. Voilà, c'est ça leur projet. Leur projet, au lieu d'imposer à la grande distribution de faire des panneaux photovoltaïques sur tout leur parking, sur leurs milliers de mètres carrés, sur les parkings, eh bien non, on va faire des panneaux photovoltaïques dans les prés. Et justement, donc, l'association, on va parler maintenant de l'association, elle a été créée en 1994, c'est bien ça? Voilà. Juste après les soucis que vous avez eus, ou elle était déjà créée? Non, on l'a créée, mais on l'a pas créée spécialement pour l'urbanisme commercial. On l'avait créée par rapport aux franchisés. D'accord, ok. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que y a beaucoup de commerçants franchisés comme moi dans les galeries marchandes franchisés fil d'art, les bailleurs. Alors, quand c'était, surtout par exemple, moi c'était fil d'art, c'était Auchan dans une galerie marchande Carrefour. Donc, quand le commerçant avait des soucis avec son franchiseur Auchan, Carrefour ne voulait pas déspécialiser, parce que vous avez ça encore en plus par-dessus le marché. C'est-à-dire que quand vous rentrez, vous signez un contrat avec votre bail, un bail où c'est marqué fil d'art, eh bien, Carrefour refuse que vous vendiez à autre chose. D'accord. Il vous réclame une déspécialisation, c'est du racket, c'est du pickpocket, c'est tout ce que vous voulez. Mais en plus, il vous raquette
si vous voulez vendre votre commerce. Monsieur Dio, ils lui ont demandé 70% du produit de la vente pour déspécialiser son magasin. Ben, il a été obligé de dire non. Hein. Attendez, qu'est-ce que je fais, moi? Je vous vends. Je travaille pour vous, une main devant, une main derrière. C'était mon bailleur. Avec qui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il fallait passer par lui si je trouvais. Pour déspécialiser. Donc, c'est que vous arrivez, vous voyez. Et c'est pour ça que quand vous allez dans des galeries marchandes, une fois vous voyez une galerie marchande, vous dites, tiens, il y a telle enseigne, telle enseigne, telle enseigne. Et puis, vous passez un an après, ben, vous dites, bah, tiens, l'enseigne, elle n'est plus là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est du racket qui est à l'intérieur. Quand la grande enseigne est en plus propriétaire de la galerie marchande, alors ils font une holding, hein, forcément maintenant c'est Carrefour, c'est l'immobilière Carrefour qui gère les baux commerciaux. Et encore maintenant, ils recèdent en plus encore les galeries marchandes. Donc, il y a encore une tierce personne qui signe les baux commerciaux. Les baux commerciaux. Mais vous avez affaire au marché concurrentiel, hein, que c'est hyper dur, parce qu'ils ont tellement créé de centres commerciaux, ils ont ruiné les centres-villes, ils ont ruiné les centres commerciaux. Donc, vos commerces, ils sont plus vendables. Et quand vous voulez vendre, que vous trouvez un acquéreur pour vite vous débarrasser de votre piège, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent la déspécialisation. Donc, si vous voulez, vous avez un cran d'arrêt, 2 crans d'arrêt, 3 crans d'arrêt, ben, vous êtes mort, voilà. Ouais. C'est pas un long fleuve, c'est pas un beau fleuve tranquille, hein, d'aller dans une galerie marchande. Hein. Mais justement, ils font tout pour j'ai comme l'impression qu'ils font tout que, en fin de compte, ils veulent mettre des enseignes qui les intéressent. Absolument. Ah ben maintenant, de toute manière, vous avez 4 centres commerciaux. Enfin, vous avez des centres commerciaux indépendants qui ne sont pas comme Atoll à Angers ou autre. Il n'y a pas de locomotive alimentaire. Bon, maintenant, ils ont mis un grand frais. Bon, passons. Mais je veux dire, il n'y a pas de locomotive alimentaire. Mais les autres, quand il y a la locomotive alimentaire, il est à la fois propriétaire de l'hypermarché, de l'immobilier, des terrains. Et des baux. Donc, si vous voulez, il a plus de force qu'un préfet, qu'un maire. Voilà, ils ont c'est les rois du pétrole. Hein. Oui. Et justement, aujourd'hui, l'association En Toute Franchise, quels sont ses objectifs principaux actuellement? Alors, l'objectif actuellement, parce que nous, on a fait tout le tour, hein, les dossiers à l'endroit, à l'envers. Là, on a un dossier Open Sky à Valbonne. Il a une autorisation de 2014, un permis de construire de 2016. Il n'a pas fait 1 mètre carré pendant les 3 ans. Les 3 ans de la validité du permis de construire. Il n'a pas créé 1 mètre carré de construction. Il n'a pas ouvert 1 mètre carré de surface de vente. Et il a demandé un permis modificatif pour demander une modification de son projet. Mais là encore, on se moque du monde. On se moque du monde. Le préfet, le ministre de l'urbanisme a dit que la décision a été périmée. Eh bien non, ils vont aller chercher, il faut encore faire des procédures et des sub-procédures. Et on est à la 3e procédure contre ce dossier parce que on écoute toujours le promoteur. Parce que le promoteur, il y a tellement d'argent en jeu. Voilà, il est là le problème. C'est que les commerçants, nous, ce qu'on défend, c'est les commerçants et les artisans pour pas qu'ils soient ruinés par rapport à ces projets. Nous, on a cette partie-là. C'est une petite partie de l'iceberg. Mais de l'autre côté, il y a l'intercommunalité. Ils ont vendu des terrains. Ils se sont revendus des terrains. Et ceux qui ont fait des oppositions, ils ont racheté les oppositions. Mais attendez, mais c'est le Monopoly. Ils jouent au Monopoly. Donc, c'est avec notre argent en plus. Je vais donner de l'argent pour faire les routes, les accès, les machins et tout ça. Si vous voulez, on est sur une autre dimension. On est sur 2 dimensions complètement différentes. Et après, vous avez tous les hommes des partis politiques. Mais alors là, je ne sais pas ce qu'ils ont eu, je ne sais pas ce qu'on leur a promis, mais déjà, ils ont leur carrière politique qui est déjà faite depuis belle lurette, hein, parce que ce n'est pas des enfants de cœur. Hein, d'accord? Donc, au lieu de dire la loi climat,
est passée déjà depuis 2 ans. Elle est même plus que ça, hein, je crois qu'elle est de 2019 ou 2020, enfin bref, de toute façon. La loi climat interdit tout nouveau projet depuis de 10 000 mètres carrés. Mais depuis 2014, qu'il a eu son autorisation, qu'il n'a pas mis en œuvre, il y a plein d'autres centres commerciaux qui ont été créés. Et qui se sont agrandis aussi. Qui ont été créés, qui se sont agrandis. Donc, il n'y a plus la nécessité de ce centre commercial par rapport à tout ce qui a été créé pendant ce laps de temps de 2014 à 2024 devrait être pris en compte par les élus et de dire, mais attendez, on a tant de milliers de mètres carrés de surface de vente qui ont été réalisés pendant la période où il n'a pas fait ses travaux. Eh bien, je suis désolée, monsieur, vous n'avez pas fait vos travaux, vous avez pris vos responsabilités de ne pas faire vos travaux. Donc, aujourd'hui, on écoute ce monsieur pour qu'il puisse faire des combines, de dire je vais rouvrir, je vais faire mes travaux, je vais commencer mes travaux, et j'ai eu des recours et pas des recours, mais on ne s'occupe pas de la loi climat. Il a déforesté, il y avait une forêt de pins et tout ça, il a foutu en l'air je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés de pins. Et puis, je ne sais pas, moi, les centres commerciaux, ça suffit. Hein. Et pourquoi il ne fait pas des centres des centres pour les malades, des centres de faire des cures thermales, il n'a qu'à faire un tas de choses. Mais pourquoi encore refaire des centres commerciaux? Alors, donc, si vous voulez, on fait un centre commercial. On va faire revenir des milliers de voitures à ce centre commercial, alors que c'est surchargé de voitures. C'est surchargé de voitures. Donc, on refait des routes pour faire revenir encore, pour permettre au truc. Et le ministre dit, de toute manière, le projet va pas résoudre le problème de circulation. Donc, si vous voulez, ça nous dépasse. Je ne vois pas pourquoi que les législateurs ne prennent pas en compte l'évaluation des conséquences du projet par rapport aux lois présentes. Le projet a été accordé en 2014. En 2014, il y avait telle loi, telle ci, telle là. En 2024, on a la loi climat. Pourquoi on ne respecte pas la loi climat? Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Parce qu'ils sont tous dans la... Ils sont tous dans la même gamelle, hein, ils sont tous ensemble, hein, ils font leur tambour. Voilà, ils sont tous en Monopoly. Là. Le promoteur dit dans Nice Matin que de toute façon, on va être les personnes qui vont mettre la ville en faillite. Oh, mais ils se rendent compte de ce qu'ils disent, monsieur? Nous, on ne lui a pas demandé de faire des transactions avec le maire et des transactions qui sembleraient quand même, monsieur le maire. Est-ce que l'intercommunalité a prévu les enveloppes pour dédommager les commerçants qui vont être ruinés par ce projet? Ça, c'est pas prévu. Et en plus, voilà, d'abord, c'est pas prévu, premièrement, et puis deuxièmement, ça va être une onde de choc. Parce qu'un projet de 40 000 mètres carrés, mais je ne sais pas si vous voyez sur une zone, l'impact que ça va avoir. Alors que je vous dis, pendant 10 ans, on a construit. Donc, si vous voulez, l'équipement commercial a prospéré, a grossi pendant 10 ans, parce qu'on n'a pas dit, ah mais attendez, Open Sky va arriver, on ne donne plus d'autorisation. Hein. On n'a pas dit ça. Hein. On n'a pas dit, attendez, Open Sky va arriver, ben, il a sa place, on ne va pas créer des mètres carrés parce qu'on va attendre Open Sky. Il n'a pas fait son Non, ils ont toujours donné des autorisations en plus. Donc, l'évaluation qui a été faite en 2014, si on reprenait l'impact que ça avait par rapport au nombre de mètres carrés qui existait en 2014, et si on revient avec l'impact qui est créé aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes valeurs. Les chalands ne se reproduisent pas aussi vite. Puis alors, en plus, avec la crise du pouvoir d'achat et tout ça, je vais vous dire, le prix de l'essence. Attendez, mais on est géré par des... On n'est pas sur la même planète. C'est ça. On n'est pas sur la même planète. Nous, on est avec des gens qu'on aide pour pas qu'ils soient mis en liquidation judiciaire par l'arrivée d'une surface de vente alimentaire et autres. Et eux, ils sont en train de jouer au Monopoly avec les terres.
Voilà, les terres, les terrains, le BTP, voilà, c'est tout. Hein. Et je te vends les parcelles et je te rachète les parcelles. C'est ça. Et justement, en toute franchise, ils sont présents partout en France. Alors, on est sur 57 départements. On a travaillé sur 57 départements. Il n'y a pas un département qui a relevé là-bas. Hein. C'est le même. À partir du moment où vous avez plus que 4 ou 5 enseignes, et puis après que vous avez, je ne sais pas combien de promoteurs, voilà. Bon, ben les problèmes est exactement les mêmes. Hein. C'est exactement les mêmes. On retrouve. Et puis les élus, c'est toujours les mêmes. Ils savent qu'ils vont pas être poursuivis de violer leur PLU. Ben pourquoi ils vont gêner? Tant que je gagne, je joue. Hein. Ben oui. Et justement, est-ce que en toute franchise a été présent, a fait quelque chose par rapport au Roi Merlin qui a été construit en Bretagne, là, dans le site de Carnac? Non, on n'a pas. Il faut savoir le fonctionnement. Je vais vous dire, on a suffisamment, on ne peut pas être partout. Et il nous manque 40 départements quand même, hein, sur 40 associations. Donc, non, et puis les gens se sont bien battus quand même. Bon, je sais pas où il en est, ce Roi Merlin. Mais voyez aussi, ce qui n'est pas pris en compte, c'est que ces sociétés, elles se sont enrichies avec des infractions. Elles vivent de leur recel. Le recel, c'est puni, c'est du pénal. D'accord? Quand elles ont, je sais pas, 20 000 ou 30 000 mètres carrés, je peux pas dire combien elles ont de surface illicite. Ben, le Roi Merlin, il a 97 magasins, il a 97 000 mètres carrés déjà de surface illicite. Donc, si vous voulez, ils font du chiffre d'affaires sur ces parcelles. Ils ont déjà massacré leurs concurrents, hein, parce qu'ils se sont étendus comme ça. Parce que si vous voulez, ils ont tellement des grandes réserves qu'ils ont pu décloisonner. D'accord? Parce qu'un petit magasin, par exemple, un magasin de 1500 mètres carrés, eh ben, quand il y a eu la loi LME, la circulaire LME, il n'a pas décloisonné 3000 mètres carrés de réserve, hein, comme ils ont fait les Leclerc, hein, par exemple. Donc, si vous voulez, on n'est vraiment pas avec des gens de la même valeur. Hein. La grande grosse distribution a eu des privilèges que n'ont pas eu les petits supermarchés et qu'ont pas eu sauf les Lidl et les grands frères, alors je n'en parle même pas. Ils ont réussi à avoir des circulaires pour qu'on n'aille pas regarder comment ça s'appelle, qu'on n'aille pas regarder les plans intérieurs. Je ne sais pas si vous voyez, on a refusé comment ça s'appelle, la réforme des permis de construire de 2005. On interdit aux services instructeurs de regarder les plans. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur des plans, ils demandent des coquilles vides. D'accord? Ils demandent c'est comme s'ils demandaient un hangar. Et après, ils viennent demander une surface de vente à l'intérieur. Mais c'est des détournements. Je vous dis, c'est des escroqueries à la démocratie du début jusqu'à la fin. Donc, ils demandent des coquilles vides, alors que l'autorisation d'exploitation commerciale est préalable au permis de construire. Donc, ils inversent avec la complicité de Bercy qui leur permet, puisque Bercy dit, vous n'irez pas contrôler l'existant. Grave, là. Donc, la vie est belle. Hein. Ben oui, justement, Claudine qui nous dit dans le chat, a dit justement, c'est du pénal pour les citoyens, mais pas pour les autres. Non, c'est du pénal pour tout le monde. Mais on permet à le faire à ces gens, on ne le permet pas à nous. La loi elle est applicable pour tout le monde. Moi, je n'accepte pas, hein, je suis désolé. Par contre, ce qui est intolérable, c'est de savoir que ce monsieur, parce qu'il a beaucoup d'argent, il ne sera pas poursuivi et que nous, on est assurés de la poursuite. Voilà. Vous roulez, vous avez une contravention vous avez un dépassement sur l'autoroute, la contravention elle est arrivée 2 jours après. Hein. Même des fois, avant votre voyage, déjà la contravention est arrivée dans la boîte aux lettres. Ben oui. Vous avez trouvé, hein. Mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'ils se croient tout permis, donc on leur a donné. Non, mais les lobbies sont dans le gouvernement. Et maintenant, les lobbies sont à l'intérieur.
Parce que si les lobbies n'étaient pas à l'intérieur, ben, ils ne pourraient pas faire les circulaires. Mais ce n'est pas possible. De toute manière, après, vous voyez l'histoire du pantouflage. Vous avez un mec qui a instruit les dossiers. On le retrouve après dans Carrefour, où le Michel Sapin, on le voit, il a fait la circulaire, parce que la circulaire de 2017, c'est M. Michel Sapin, d'accord, qui était avec M. Bérégovoy pour faire la loi de la prévention de la corruption, d'accord. Il fait une circulaire pour leur donner, comment ça s'appelle, pour interdire de contrôler l'existant, et après on le retrouve. Alors il était au Conseil d'État, et on le retrouve ministre, il repart au Conseil d'État, et maintenant il est dans un grand cabinet d'avocats. Mais il faut arrêter ça. Vie, hein. Ils connaissent les cartes, les trucs, les ficelles, ils ont qu'à tirer un truc et ça tombe. Carnet d'adresse. Ouais, le carnet d'adresse, oui. C'est comme si qu'il y avait les saucissons, les bouteilles de vin, ils ont qu'à tirer. Ils prennent et s'en vont. Ouais, c'est pas possible, ça. Hein, c'est pas possible. Ils n'ont plus d'éthique. Il n'y a plus d'éthique. Moi, dans mon affaire, Carrefour a encaissé un chèque qui ne lui était pas destiné, monsieur. Il a été destiné à vous, je crois, non? Non, le chèque était destiné à un entrepreneur, SGP, et c'est Carrefour qui l'a encaissé. Vous savez que c'est du pénal, ça. Eh bien, il a eu un non-lieu. Voilà. Moi, il faut savoir que c'est le même substitut qui avait modifié la date d'achèvement de travaux. Si demain on est interpellé, parce que ça peut nous arriver aussi de nous tromper ou de dire en colère, eh bien, on dira, monsieur, moi je demande la même sentence que vous avez donnée à Carrefour. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Même si il fera ce qu'il voudra, mais on peut lui demander. Donc c'est là où vous avez vous avez la directive européenne service qui impose le contrôle de toutes les informations fournies dans un dossier de CDAC. Pourquoi le ministre fait une circulaire pour dire on ne contrôle pas? Voilà. Et après, ils vont nous dire c'est bien l'Europe, c'est bien l'Europe, il faut être européen. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, ces messieurs. Oui, et justement, aujourd'hui, en toute franchise, dans quelle affaire elle gère quelle affaire actuellement? Déjà, le dossier d'Open Sky. Le dernier qu'on a. Alors, il faut savoir que naturellement, étant donné que tous les 999 mètres carrés qui rentrent dans des ensembles commerciaux n'ont plus à demander d'autorisation de CDAC, donc il n'y a plus ces dossiers-là, on n'a plus de dossiers. Si vous voulez maintenant à la préfecture, il n'y a plus de dossiers parce qu'on n'a pas le droit de regarder l'existant, on n'a pas le droit de regarder les plans intérieurs. Voilà, donc la vie est belle. Tu peux quand même dire que tu as mis au Conseil d'État, pour lui dire, non, monsieur, que les gens le savent, que tu es intervenu sur le problème des circulaires et que tu as demandé à faire tomber les circulaires. Parce que ce qu'on veut aussi, il faut vous dire, Madame Denette, celle de 2008, c'est elle qui l'a fait tomber. C'est à partir de ça qu'on a pu aller vérifier les. Mais ils ont fait tomber la circulaire, mais ils ont pas fait tomber les mètres carrés ouverts illégalement. Hein. C'est important. Hein. Et là, Martine en a fait 3. Hein. Donc, on a le code de l'organisation judiciaire impose, parce que c'est une directive justice qui imposait à la France que tout le monde ait accès à la justice, sauf les commerçants et les artisans. Donc, j'ai fait un recours au Conseil d'État pour transposer. Donc, c'est devant le Conseil d'État. Après, vous avez le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui impose des amendes et des astreintes pour la concurrence déloyale et pour les abus de position dominante. Bérégovoy les avait mis en place. D'accord? Sarkozy les a retirés. Mais le traité de fonctionnement de l'Union européenne est toujours là. Oui. D'accord. Donc, ils sont hors directive, ils sont hors traité. Hors la loi. Ben voilà, c'est Bercy qui est hors la loi. Ben hein, voilà. C'est pas. Voilà. Alors après, on va vous dire, il manque de l'argent dans les hôpitaux, il manque de l'argent dans la police, il manque de l'argent dans les écoles, il manque de l'argent. Mais allez chercher les fraudes des gros fraudeurs. Ben oui. Arrêtez d'emmerder le petit. Le petit, on va bientôt avoir des amendes parce qu'il va falloir se faire vacciner. Non, mais attendez, Mais c'est vrai qu'on marche sur la tête parce que moi, quand vous m'avez envoyé les documents et que pendant les élections et que
vous avez envoyé une lettre à Bruno Le Maire qui vous avait répondu, comme quoi il avait bien reçu. Oui. On voit ce qu'il a fait. Candidat, candidat. Candidat, on voit ce qu'il a fait. Voilà. On devrait... Mais ça ne choque plus personne maintenant. Mais il est parti à Lausanne. Que nos concitoyens se réveillent. Attention, parce que si on les laisse faire comme ça, on va devenir des esclaves. Ben, on est déjà. Hein. Non, on y est déjà, oui. Oui, mais enfin, on peut... Avec ce qu'il nous a fait avec l'électricité et le gaz, hein, voilà, je veux dire, déjà, c'est pas mal. Bon, mais moi, je considère que je ne suis pas encore esclave. Mais demain, c'est possible que nos petits-enfants, enfin mes petits-enfants, le deviennent. C'est le cas de beaucoup d'autres aussi, mais c'est pas beau. Donc, surtout que le maire, il se félicite de son bilan économique. Hein. Ah bah oui. Attendez, il ne sait même pas que la valeur d'un hectare. Alors, il était ministre de l'agriculture. Il ne savait pas ce que c'était. Comment voulez-vous qu'il voie la différence entre un centre commercial de 40 hectares avec un supermarché? Ce dont on ne vous a pas dit, on a gagné contre M. Bruno Le Maire, quand même. L'association a gagné. Il est condamné. Ce n'est pas lui qui paye, c'est l'État, mais quand même, il a été condamné. Et l'État, c'est nous. Hein. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Martine, par rapport à Eh bien, parce que nous, dès qu'on a connaissance de surface illicite, on saisit le préfet, parce que c'est le préfet. Alors, on a déjà fait modifier la loi, parce qu'avant, la loi, c'était le préfet peut aller contrôler. On a réussi à faire modifier la loi, c'est que le préfet doit aller contrôler. Donc, maintenant, on a une loi qui impose, mais le préfet, il faut toujours lui tirer l'oreille, il n'y va pas d'office. Hein. Oui. Donc, il faut saisir le préfet, et le préfet n'a pas été contrôlé des surfaces illicites. Donc, on a saisi son chef de tutelle, qui était le ministre de l'économie, et on a dit, mais attendez, la loi n'est pas appliquée. Et là, il a été condamné puisque le tribunal administratif a bien constaté que malgré nos demandes de contrôle, les contrôles n'avaient pas été réalisés. D'accord. C'est une bonne victoire. Oui. C'est une belle victoire, mais c'est 4 supermarchés sur combien de supermarchés illégaux? Ouais, bah oui, il y en a, oui, il y en a beaucoup. C'est des milliards qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État non plus. Hein. Oui, aussi parce que ce qui rentre, les infractions, le recel de leurs infractions, d'accord? Il faut savoir je ne vais pas dire les 3 quarts parce que je ne connais pas. Une qui pourrait nous renseigner, c'est Madame, comment elle s'appelle? Stéphanie Gibault. Stéphanie Gibault qui a fait la procédure contre Bruno Le Maire d'ailleurs, contre les paradis fiscaux, la défiscalisation et tout ce qu'on veut. Ben, elle a dit il y avait beaucoup de grandes surfaces qui défiscalisaient, que l'argent partait ailleurs. Elle a vu des dossiers. Donc, si vous voulez, entre le recel, la défiscalisation qu'ils font, si tout cet argent était récupéré dans le circuit des caisses de l'État, ben la France ne serait plus endettée. Hein. D'abord, la France ne serait plus endettée. Deuxièmement, il y aurait beaucoup d'emplois locaux qui repéreraient les impôts sur le sol français, déjà. Et on aurait de la sécurité, parce que de revoir tous les magasins ouverts et tout, je suis désolée, mais les viols dans la rue et tout ça, mais vous imaginez, les gens qui sont sur la rue, mais il n'y a plus personne dans ces rues. Pourquoi ça arrive, tous ces accidents? C'est parce qu'il n'y a plus de dérèglement. Il n'y a plus personne dans les rues. Alors, ils préfèrent s'entasser assis dans les centres commerciaux. Voilà. Il est là le problème. C'est l'insécurité. Tout à fait. Et tant qu'ils ne feront pas le rapport entre nous, ce qu'on a dénoncé, et l'ensemble des conséquences, mais ils ne veulent pas le faire parce que c'est tellement grave et c'est tellement important. Voilà, il est là le problème. Alors après, vous avez la malbouffe, après vous avez... Mais vous imaginez toutes les conséquences qui sont liées. Tout ce qui est lié. Regardez les problèmes du dimanche. On a voulu faire travailler les gens le dimanche. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose
Parce que le chiffre d'affaires, il n'est pas élastique, hein, désolé. Attendez, on a ouvert le dimanche. On a ouvert le dimanche pour créer des emplois pour les étudiants. Non, mais on ne marche pas sur la tête. Un étudiant, il est fait pour étudier. Hein. Il n'est pas là pour aller se faire chier derrière des caisses automatiques. Des caisses pas automatiques, parce que ce sont pas automatiques. Il n'est pas là pour se faire chier dans un centre commercial. Il ferait mieux d'abord de faire ses études et après d'aller s'oxygéner une fois qu'il a fait ses cours. C'est vrai en plus. Hein. L'inversement de toutes les valeurs. Ils ont inversé toutes les valeurs. Ils ont inversé toutes les valeurs. Et forcément, et après maintenant, de toute manière, c'est le digital, c'est le machin, c'est le truc, c'est le numérique et tout ça. Et maintenant, ils ont intoxiqué maintenant les gamins. Ils sont à la naissance, ils touchent déjà les boutons de la télé, les boutons du téléphone. Enfin. Ouais. Bientôt les enfants, la génération prochaine va nous apprendre à faire des enfants. Ouais, avec Amazon aussi. Ouais. Ok, Martine et Claude, on va arriver à un terme à notre interview. En général, à mes invités, je leur laisse le dernier mot de la fin. Donc, je vous laisse le dernier mot de la fin. Eh bien, moi, je fais confiance aux citoyens parce que si le citoyen veut retrouver de la démocratie, il faut qu'il soit acteur et réparateur de la démocratie. Alors, on a des projets. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler avec d'autres personnes on a des projets de remettre la justice et de remettre le droit à sa place. Mais pour ça, il va falloir être nombreux, hein, parce que eux, ils sont forts et puissants, mais nous, on est nombreux, alors on devrait y arriver. Oui. Moi, je demande aux citoyens de prendre leur avenir et leur destin en main, qu'ils regardent, qu'ils ne mettent pas la tête dans le sable. Parce que d'abord, on ne voit rien, et puis on n'entend plus rien, et que c'est eux leur avenir est entre leurs mains. Moi, j'ai 80 ans, j'ai 30 ans d'association, mais je me dis pourquoi ils ne réfléchissent pas, pourquoi le bon sens ne leur emporte pas. Voilà. C'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont lobotomisés, les gens, ils sont avec le téléphone, ils sont scotchés, on a l'impression qu'ils sont plus connectés, ils sont ailleurs, on ne sait même plus où ils sont. Le malheur, c'est qu'ils ne réagissent pas. Oui, c'est ça. Ils se rendent compte, ils entendent la radio, ils entendent tout ça, mais personne ne réagit. C'est ça. Il va y avoir un déclic. Moi, je pense qu'il va y avoir un déclic. Parce qu'on est tellement descendu bas, la corruption est tellement montée si haut qu'à un moment donné, le balancier va bien falloir qu'il revienne à sa place. Hein. On est bien d'accord. Ok. Nous, de toute façon, on reste en contact. Hein, on verra l'évolution. Et puis, il ne faudra pas hésiter à venir me recontacter. On fera une autre interview. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, je remercie Nicolas Bouvier parce que c'est Nicolas Bouvier qui m'a mis en contact avec vous. Donc, je voulais le remercier. Vous restez encore quelques minutes avec moi. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez tous les liens en descriptif en dessous de la vidéo. Vous avez le lien pour acheter le livre et vous avez aussi l'association qui se trouve en lien aussi en descriptif en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et puis bon 1er novembre et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.